retrouvons donc pour la seconde partie du Libre Journal de la Résistance française, donc de 19h30 à 21h. Avant que j'entame le débat avec Piero San Giorgio, je voudrais saluer l'arrivée de Pascal Lassalle qui intervient assez régulièrement sur notre antenne, qui est historien et collaborateur de diverses revues et blogs, pourrait-on dire, nationalistes européens. Voilà. Alors, je vous rappelle, on vous en a informé tout à l'heure du déjeuner du dimanche 6 novembre pour le 24e anniversaire de Radio Courtoisie. Donc, il aura lieu au Cercle Républicain, avenue de l'Opéra à Paris. Et donc, comme je ne l'ai pas dit, j'y participerai le dimanche 6 novembre. Et donc, si vous souhaitez être placé à ma table, il faut que vous le précisiez quand vous vous inscrivez pour ce déjeuner. 3 annonces de manifestations, j'en reçois beaucoup mais je peux pas toutes les citer. D'abord, samedi 22 octobre, Dominique Paoli et Alain Lanavière signeront le nouveau cahier de Lerne qui est consacré à Charles Maurras à la librairie Duquesne de 15h30 à 18h30. Par ailleurs, les 12 et 13 décembre 2011 à 20h, la Fondation Jérôme Lejeune, donc les 12 et 13 décembre, accueillera 2 grandes soirées de gala pour la recherche avec le site national Alexis Grus au Bois de Boulogne, recherche sur la trisomie 21 et les maladies génétiques de l'intelligence. Donc pour vous inscrire pour cette soirée exceptionnelle, il faut que vous alliez sur internet à au pluriel soiréepourlarecherche.com ou vous téléphonez au 01 83 62 24 33. Donc, soirée au pluriel pour la recherche.com ou 01 83 62 24 33. Dernière annonce, et elle concerne l'ouvrage dont nous allons parler ce soir. Piero San Giorgio dédicacera son ouvrage « Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique » à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, ce même samedi 22 octobre de 14 à 18h, donc je répète, à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, métro Trinité. Donc, nous attaquons donc le vif du sujet avec ce gros manuel pratique. Donc, Piero San Giorgio est suisse. C'est vrai. Donc, il nous fait l'amitié de venir de Genève. De Genève. Et il raconte un peu son itinéraire. Bon, on va y revenir, je pense. À l'intérieur. On va y revenir. On va y revenir, ce sera intéressant pour donc, il est auditeurs. Responsable des marchés émergents de conseil, marchés émergents, notamment en Europe de l'Est, Moyen-Orient, l'Afrique, dans le domaine de l'industrie de haute technologie. On est très français à ce micro, très francophone, on ne dit pas une expression qui m'obligera à mettre 1 euro dans le nourrin, mais donc l'industrie de haute technologie. Et comme c'est un homme sensé, ça va me permettre de faire la transition avec la première partie de l'émission, où Louis Alliot nous confiait également ses craintes de voir une crise économique et financière d'une extrême gravité se déclencher dans les mois, voire dans les semaines à venir. Piero San Giorgio s'interroge sur l'effondrement de l'économie classique et a étudié à la fois de manière, pourrait-on dire, intellectuelle, mais également de manière extrêmement pratique, les conséquences qu'il faut tirer de ce possible ou plausible effondrement économique. Et donc, il vient de signer un ouvrage qui est sorti hier, donc c'est absolument tout récent, il nous fait la primeur de sa première intervention radiophonique, qui s'appelle « Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique » et qui vient de sortir aux éditions Le Retour aux Sources. L'édition Le Retour aux Sources ont publié c'est un peu le hasard des circonstances, ont publié le 11 septembre n'a pas eu lieu. Le 11 septembre n'a pas eu lieu, qui était le thème de notre émission de l'autre fois. Ils ont publié un certain nombre de Michel Drac, qu'on aura sans doute l'occasion de réinviter, et la traduction des secrets de la Réserve fédérale américaine de Stas Mullins. Voilà. Alors, Pascal, si vous voulez, ou Piero San Giorgio, parlez-nous un peu de votre itinéraire. Parce que ça manque plein de sel. Hein. Exactement. Je pense qu'avant de se plonger dans le corps de l'ouvrage, de plus de 400 pages, avec une bibliographie impressionnante, il serait intéressant que, justement, l'auteur, Piero San Giorgio, éclaire le contenu par son parcours personnel, et surtout, il va le dire, une prise de conscience qui l'a amené justement à se pencher sur cette problématique.
Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation. C'est un grand honneur d'être sur une radio que j'écoute parfois sur Internet depuis chez moi en Suisse ou depuis mes voyages. C'est vraiment un grand honneur. C'est vrai que lorsque je présente survivre à l'effondrement l'effondrement économique, la plupart des personnes, y compris mes amis ou des membres de ma famille, me disent mais tu es un catastrophiste, tu es fou, comment peut-on imaginer que l'économie va s'effondrer? Il se trouve que je suis aussi féru d'histoire et que l'histoire est pleine de civilisations dont l'économie s'est effondrée avant que les civilisations s'effondrent elles-mêmes. Alors comment suis-je arrivé là? Eh bien, en fait, tout simplement, je suis quelqu'un de tout à fait normal, comme nous tous. J'ai 40 ans. Je suis donc né au tout début des années 70. Et comme tout le monde, j'ai une éducation française, bien que je sois suisse. J'ai fait un lycée français d'origine italienne, donc j'ai des cultures qui se sont mélangées. Et vivant en Suisse, dans un milieu quand même protégé, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Cela dit, lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie informatique et que j'ai commencé à voyager à travers le monde, notamment dans les pays émergents qui sont devenus ma spécialité, Moyen-Orient, Afrique, Europe de l'Est, j'ai vu que le monde est très très différent lorsque l'on voyage et que la structure économique du monde est bien plus difficile ailleurs que chez nous. Alors c'est en train de changer. Mais cette première vision, cette première prise de conscience a été donc une ouverture d'esprit sur la manière dont le monde fonctionne et la manière dont finalement les gens vivent à travers le monde. Deuxième élément de prise de conscience, c'est que j'ai créé mon entreprise en 2000, après la chute de la bulle Internet, l'éclatement de la bulle Internet dans laquelle j'avais beaucoup travaillé et finalement fait fortune que j'ai évidemment perdu dans l'éclatement. Ayant créé mon entreprise et l'ayant vendue à finalement des sociétés financières à New York, j'ai été plongé dans le cœur du fonctionnement de la machine financière de Wall Street. Je me suis fait un petit peu arnaquer, je dois l'admettre, mais l'expérience était très enrichissante sur le fonctionnement d'une économie qui n'est pas basée sur le réel, qui n'est pas basée sur des échanges finalement humain, de marchandises simples. On achète quelque chose, on vend quelque chose. Là, on se rend compte qu'on est capable de faire monter en soufflet énormément de domaines et que finalement, beaucoup de ceux-ci ne sont basés sur rien. C'est du virtuel. C'est vrai. Et qui a des conséquences dans le réel. Absolument. Et donc, j'ai quand même pu récupérer un petit peu de sous de ma vente de ma petite PME. Et fuyant la bourse, parce que chat échaudé craint l'eau froide, ou l'inverse, je sais plus comment. Si, c'est ça, c'est juste. J'ai plutôt des expressions suisses. En Suisse, on confond souvent les dictons français. J'ai placé cet argent en or, en 2005. Ne sachant pas quoi faire d'autre. Plutôt que d'avoir de l'argent liquide qui ne rapportait rien en banque, j'ai placé toutes mes économies en or. Et cet or a commencé à monter. Et donc je me suis pris de curiosité, j'ai commencé à... Il a plus que doublé depuis, on peut le dire. Oui, bien plus. Je l'ai pris, c'était à $600, je crois. Aujourd'hui, il est presque à 1800. Il a un peu baissé, mais vraiment... Mais il va remonter. Ah, je crois. Je crois beaucoup. Et donc je me suis renseigné, j'ai vraiment étudié les mécanismes, la structure économique qui allait derrière. Et aimant l'histoire, j'ai retrouvé des parallèles avec certains éléments de l'effondrement de l'Empire romain, certains éléments de l'effondrement de la civilisation maya, certains éléments des crises plus proches de nous, de 1907, de 1929. Et comprenant comment fonctionne l'économie américaine et comment fonctionnent leurs finances, j'ai pris peur. Et je me suis dit, mais on va vers une vraie catastrophe. Et j'ai commencé je suis père de famille, j'ai une femme et des enfants. Je ne peux pas simplement laisser que les choses se passent. Je dois essayer de faire quelque chose. Alors, première tentative, ça a été de faire un petit peu de politique, d'influencer le monde par des actions auprès de partis politiques. Vous parlez d'un think tank dans votre préface. Exactement. Donc, j'ai participé plus qu'un parti politique dans un think tank en Suisse. Oui, excusez-moi, €1. Réservoir de pensée. Réservoir de pensée, on dit. Oui. Très bien. Je mettrai un franc suisse également. Fondation aussi, c'est plus simple.
Et cette participation était fort intéressante d'un point de vue intellectuel, mais en pratique, je me suis rendu compte que rien ne se passe. Il faut des décennies pour que on puisse influencer la politique d'un pays, alors penser de l'économie mondiale. C'est vraiment très très difficile. Donc, très pragmatiquement, je suis suisse, j'ai donc une culture très pragmatique et très terre à terre, et je me suis dit, voilà, je vais rechercher les moyens de mettre à l'abri, financièrement d'une part, mais surtout en cas de problème grave, ma famille. Et j'ai commencé un certain travail. Une espèce d'assurance vie, en fait. Absolument, on peut vraiment l'appeler comme ça. Une vraie assurance vie et pas financière. Et faisant ce travail, je l'ai documenté. Et puis, petit à petit, on rencontre des gens qui ont la même sensibilité ou des gens qui ont réfléchi aux mêmes problématiques à travers le monde. Beaucoup aux États-Unis, beaucoup dans le monde anglo-saxon. Là, il y a toute une école. Oui, vous citez le gourou du survivalisme. Absolument, Rawls notamment. Ce sont des gens qui ont, soit par paranoïa pure, soit par vraie réflexion, ont vraiment développé un savoir-faire. Donc j'ai beaucoup passé du temps à interviewer ces personnes sur Internet, ou même lors de mes voyages aux États-Unis. Et puis, ajouter à cela finalement l'évolution de la finance, surtout 2007, 2008, 2009, et cette année, on voit que c'est reparti pour ce qui va être une crise encore plus lourde. Eh bien, je me suis dit, mais finalement, pourquoi ne pas partager cette expérience avec d'autres personnes qui recherchent des astuces, des trucs, des conseils. Et j'ai commencé à écrire un livre. J'ai trouvé un éditeur ici en France qui a eu je crois la même idée, la même passion pour ce sujet. Et nous avons édité ce livre qui a l'air de bien se vendre, qui a l'air d'avoir un bon écho et qui me réjouit parce que je crois qu'il peut vraiment aider les gens à bien s'en sortir. Pascal Lassalle. Voilà, précisons pour nos éditeurs que ce manuel, intitulé donc Survivre les fondements économiques, manuel pratique, en fait n'est pas un simple manuel de survie. C'est vrai, des manuels de survie, on en trouve pas mal sur le marché. Moi-même, j'en ai consommé, entre guillemets, quelques-uns, que ce soit ceux de Xavier Maniguet ou de notre ami Gérard Thiémonge à l'époque chez Copernic. Ou toutes les traductions d'ouvrages, pourrait-on dire, de la vogue du survivalisme. Voilà, puis bon, mais les guides sur les années américaines, qui est un grand classique, ou d'autres ouvrages de type. Là, cet ouvrage aussi a été écrit dans la perspective d'un concept qui a été développé par des auteurs qui écrivent chez l'éditeur de cet ouvrage, notamment je pense à Michel Drac, le concept de base autonome durable, qui est en fin de compte, une amplification du concept de zone autonome temporaire qui avait été à l'époque mise en vogue par Hakim Bey, donc Peter Landon Lewison, un anarchiste américain. Alors, il faut revenir sur cette notion parce que, je répète bien, donc Piero San Giorgio, parce qu'on m'a dit que j'avais parlé trop vite, donc Piero San Giorgio donc, vient de signer un ouvrage de plus de 400 pages qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique, qui vient donc de sortir au retour aux sources, et je pense que nous serons parmi les rares librairies à Paris à le proposer, puisque c'est toujours un peu difficile de se faire connaître par la grande distribution qui n'aime pas ce genre d'ouvrage. Je rappelle que Piero San Giorgio donc signera son ouvrage samedi prochain, le 22 octobre, à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, et que son ouvrage sera ensuite en vente. Et comme on a déjà eu une question à propos de l'ouvrage, on a parlé il y a 4 semaines, qui s'appelle le 11 septembre, et un auditeur nous dit « Je l'ai commandé à mon libraire, on lui a dit que c'était arrêt de la commercialisation ». C'est absolument faux, puisque cet ouvrage peut être également acheté à Paris, à la librairie Facta. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avant, il était en vente, je crois qu'il y en avait un exemplaire dans une grande chaîne de distribution parisienne, et c'est un livre qui est difficile à trouver. Mais à la librairie Facta, 4 rue Clichy, Paris 9e, vous pouvez le commander, ainsi que le livre de Piero San Giorgio. Et répétons-le, c'est un ouvrage qui n'est pas seulement pratique, il y a toute une, pourrait-on dire, je vais pas dire une idéologie, mais une vision du monde au minimum qui est derrière. Et je trouve que c'est très intéressant parce que Pascal Lassalle, vous êtes intervenu très vite, cette idée de base autonome durable qui en fait quand même s'oppose totalement à l'idée de la zone autonome temporaire d'Hakim Bey, qui est une notion d'anarchiste libertaire, oui. Et en réalité, quand vous avez une zone autonome temporaire, c'est l'apologie en réalité du nomadisme. Exactement. Alors que là, il y a toute une réflexion, parce que c'est pas seulement un manuel de survie, pourrait-on dire, parce que c'est vrai qu'il en existe, mais vous
parler du lien social, la nécessité de créer une communauté unie avec d'autres personnes qui sont installées dans la même région, etc. Et c'est pas un retour comme certains écologistes fondamentalistes au feu de bois préhistorique. Non, et vous parlez de haute technologie à l'intérieur de votre ouvrage. C'est vrai. C'est pas du tout un retour en arrière. On pourrait dire. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage. C'est que c'est une espèce effectivement, d'assurance vie. C'est-à-dire que ça peut vous sauver la vie. Alors, ça vous sauvera pas forcément s'il n'y a pas de crise économique terrible, mais s'il y en a une, vous aurez un véritable avantage par rapport aux autres. Il suffit de voir, par exemple, l'effondrement, la manière dont les Français ont vécu pendant l'occupation, ou dans d'autres pays d'Europe, ou le rationnement, etc. Je crois qu'on peut raisonner comme Michel Drac dans sa préface. Il a dit, bon, si Piero San Giorgio a tort, bon, on se contentera d'avoir eu tort quelque part, et bon, vous pourrez toujours manger les conserves. Par contre, s'il a eu raison et qu'on ne l'a pas écouté, on sera mort. En tout cas, on sera dans très mauvaise posture, quelque part. J'ai eu la chance pour travailler, j'ai eu la chance d'ailleurs, comme je voyage beaucoup en Russie, de discuter avec beaucoup d'amis qui ont vécu l'effondrement de l'Union soviétique en 1990 et qui m'ont expliqué les soucis quotidiens qu'ils ont eus dans la décennie qui a suivi. Oui, ils en avaient peut-être aussi avant quand même. Mais de différentes natures. Oui. Avant, ils avaient ils étaient un peu comme nous. Ils pouvaient difficilement s'exprimer. Il y avait des sujets dont il ne fallait pas parler. Les mots avaient la Russie l'Union soviétique était censée être un pays libre. Mais il y avait leur liberté signifiait bien autre chose que la nôtre. Or, aujourd'hui, c'est un petit peu inversé. C'est très intéressant. Enfin, c'est vrai que étudier ces effondrements ou la manière dont les gens ont pu vivre pendant, effectivement, vous citez l'occupation en France. Mes grands-parents ont vécu la guerre civile italienne entre 1943 et 1945 dans le nord de l'Italie. J'ai des souvenirs d'enfance de ce qu'ils racontaient terribles. C'est cette génération qui a vécu les années 40, qui a énormément souffert et qui, malheureusement, on a beaucoup oublié cette manière de vivre. On se dit justement que ça ne pourra jamais revenir. Mais c'est vraiment oublier les règles de l'histoire. L'histoire, malheureusement, n'est pas linéaire et ne va pas toujours vers le mieux, car je pense que l'habitant de Rome en l'an 300 ou 350 ou 400 ne pouvait pas imaginer que quelques décennies plus tard, tout ce qu'il croyait, toute sa civilisation relativement riche et splendide, allait s'effondrer dans un chaos et dans une déprime civilisationnelle incroyable. Il faut rappeler, excusez-moi de couper la parole, c'est juste pour rebondir, que Rome avait entre 2 millions et 2 millions et demi d'habitants, à peu près vers 300, et au 9e siècle, il y avait 15 000 habitants à Rome. Voilà, 15 000. Les gens vivaient, un peu comme Evola, les hommes au milieu des ruines. Non, puis il a fallu du temps pour qu'on ait l'idée que Rome redevienne capitale de l'État italien, donc... L'effondrement n'est pas une partie de plaisir, malheureusement. Il n'est pas non plus lié à la technologie. Non. Je crois que en fait, c'est vrai que mon livre a trois grandes parties. La première partie est une partie qui explique ce qui, à mon sens, basée sur j'espère, une très très solide documentation, montre quels sont les risques auxquels on fait face aujourd'hui. Et chacun de ces risques serait relativement aisé à résoudre s'il était individuel. Or, nous avons une convergence de risques très très lourds, on pourra en parler, qui vont amener une rupture d'un système. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce système est global. Oui, et la rupture. Guillaume Fay déjà décrivait. La convergence des catastrophes. La convergence des catastrophes, voilà, dans son livre L'archéofuturisme déjà. Donc, tout à fait. C'est vrai que 10 ans après, ça apparaît à notre horizon. Deuxième partie du livre, c'est effectivement très bien. Quelle va être la conséquence de cet effondrement? Et cette conséquence est terrible et terrifiante lorsque l'on ajoute justement la dépendance que l'on a de systèmes technologiques, de systèmes logistiques, lorsque l'on imagine que jamais dans l'histoire de l'humanité autant de personnes ont vécu dans des villes, c'est-à-dire des endroits où on ne produit pas la nourriture. Civilisation urbaine. Et cet effondrement risque d'être terrible. Alors, je le dis toujours, en premier chef à mon épouse, que j'espère me tromper, que j'espère avoir complètement faux, que toute mon analyse, toute mon étude de risque soit fausse. Néanmoins, et je le dis à mes clients car je commence à faire du conseil auprès de personnes qui me demandent, voilà, tu
Pierrot, tu as une certaine expérience. Tu nous as parlé de ta ferme avec ton potager, tes poules, tes œufs frais le matin. Et bon, comment nous-mêmes pouvons nous en sortir? Donc, je travaille avec des gens un peu partout dans le monde, plutôt en Suisse, mais pas seulement. Et je leur explique un petit peu le point de départ, c'est le suivant. Si vous êtes prêts, mais que l'effondrement n'arrive pas, bon, bah peut-être vous avez passé un petit peu pour quelqu'un de paranoïaque, ou vous avez mis de côté un petit peu de nourriture, etc., etc. On va en parler de quelles sont les solutions. Si en revanche l'effondrement arrive et que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez subir l'extrême violence que l'être humain peut faire subir assez semblable lorsqu'il a faim, lorsqu'il a froid, lorsqu'il a peur. Et ça, c'est un risque inacceptable pour tout père de famille. Et donc, j'ai développé la très grosse partie du livre, qui est la troisième partie, sur comment survivre. Et cette partie est effectivement basée sur un concept qui m'a séduit, qui est finalement proche de celui que j'avais réfléchi par moi-même, mais qui m'a séduit par sa simplicité, ce concept de base autonome durable. Base parce que je ne crois pas qu'on puisse être nomade dans un monde qui va mal. Je pense qu'on a tous besoin de s'enraciner, on a besoin de savoir d'où on vient, d'être proche finalement de la terre, qui est la seule vraie source de richesse. Autonomie, parce que nous ne pourrons pas vivre longtemps sans les sources de nourriture, d'eau. Et puis durable, parce que il ne s'agit pas, je crois que la crise que nous allons vivre, et qui démarre, nous ne sommes qu'au tout début, n'est pas une crise cyclique. C'est une crise qui va être permanente. Je pense qu'on rentre dans une phase de récession, de dépression, qui va durer le restant de nos vies, pendant très très longtemps. Du moins, c'est ma thèse. Et donc, il va falloir être autonome pendant longtemps. Et donc, cette autonomie, cette durabilité, cette autonomie ne doit pas être avec effectivement le retour à l'âge des cavernes avec le feu fait avec des pierres, avec du silex. Au contraire, je pense qu'on doit pouvoir, on a les moyens, on a les ressources de non seulement se garantir une vie fort confortable matériellement, mais aussi, je ne sais pas si on peut dire psychologiquement, mais certainement une manière de vivre qui est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus agréable pour l'homme, parce que, soyons honnêtes, la vie aujourd'hui pour la plupart des gens dans le monde occidental, c'est une vie stressante, c'est une vie de stress émotionnel intense, de temps passé dans les embouteillages avec des gens qui n'ont pas vraiment l'amour de leur prochain sur le visage dans le métro, dans les transports, avec un travail précaire, difficile. La rupture du lien social. Complètement. Je pense que, voilà, dans la manière de survivre, le lien social, qui est le septième élément, j'ai 7 éléments qui, à mon avis, sont absolument indispensables à la survie, et le plus important, le dernier, le 7e, qui est le lien social. Je voudrais me permettre de vous citer pour préciser votre propos, donc d'une partie de votre livre. Vous écrivez: pour paraphraser une expression célèbre, nous consommons les ressources de la planète pour acheter avec de l'argent que nous n'avons pas des choses de mauvaise qualité, dont nous n'avons pas besoin, fabriquées par des ouvriers surexploités, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas, et pour finir dépressifs, insatisfaits et malheureux. Vous allez me faire passer pour quelqu'un de gauche, mais c'est vrai que c'est vrai que d'ailleurs j'ai eu beaucoup de demandes d'écologistes et même de partis écologistes qui sont très curieux de comprendre, peut-être d'avoir une vision plus réaliste de ce qu'est la vraie écologie, qui à mon sens est un mouvement très conservateur. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Oui, qui est un mouvement très conservateur et pas du tout. Quand je vois certains écologistes qui me parlent de vouloir augmenter l'immigration, alors que plus de personnes, ça veut dire consommer plus de ressources, ne serait-ce que d'un point de vue purement écologique, c'est un non-sens. Et puis bon, c'est vrai que d'autres mouvances politiques en Suisse, par exemple, me contactent pour intervenir d'un point de vue de conseil, pour les aider, car finalement, un des éléments que je développe, c'est qu'il ne faut pas simplement, il faut commencer par survivre par soi-même, nous-mêmes et notre famille. Mais ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est justement de développer une résilience, une survie pour toute une communauté, et si possible une nation. Parce que le but ultime, moi qui suis vraiment, je me considère un patriote suisse, et
évidemment de culture française, j'ai beaucoup d'affection pour la France, votre pays, qui est mon pays voisin. Moi, je ne souhaite que ces pays réussissent à s'en sortir collectivement, bien sûr. Mais je crois que plutôt que une approche politique qui me paraît bien compromise, il vaut mieux travailler sur soi-même, sur sa famille, ses amis peut-être, alors du moins ceux qui comprennent la démarche, et puis petit à petit créer par la base une communauté qui va aller en s'agrandissant et de plus en plus vite. Je ne suis pas le seul à penser ça, il y a un mouvement très suivi déjà, qui a démarré en Angleterre, je vais le citer en anglais puis le traduire, ça s'appelle Transition Town, les villes en transition, qui a déjà développé le concept de transformer des villes pour les rendre beaucoup plus autonomes pour l'énergie, beaucoup plus autonomes pour leurs sources de nourriture et d'eau, et de les rendre plus résilientes. Alors à mon avis, c'est un mouvement qui va dans le bon sens, qui n'est pas complet, parce qu'il y a des éléments il y a toujours un angélisme, malheureusement, d'imaginer que parce que vous allez transformer votre village et le rendre autonome, ou votre petite ville, eh bien, le voisin ou la ville voisine ou la banlieue voisine ne va pas venir simplement vous massacrer pour prendre vos maigres ressources le jour où la crise deviendra très lourde. Donc il y a un élément de réalisme, malheureusement, de violence humaine. Mais ça, c'est l'effondrement. En tout cas, on peut dire que ça recoupe un certain nombre de préoccupations qui diverses et qui sont pas forcément conceptualisées sous forme de concept général. Je donne l'exemple, par exemple, le localisme. Par exemple, le fait que, par exemple, décider de consommer des produits qui sont produits le plus près de chez vous pour éviter, d'abord faire survivre la région, la zone dans laquelle vous habitez, le pays, pourrait-on dire, au sens de pays, le pays valais, pays valaisan. Voilà, ou des choses comme ça, ou le pays douche, ou des choses comme ça. Le fait de faire ça, le fait d'éviter qu'il y ait de favoriser l'agriculture industrielle, en fait, ça, on sent que c'est des éléments qui sont ni de droite ni de gauche. Ce sont des éléments, il y a même chez les écologistes actuellement, il y a une tendance qui s'est développée, qui est perceptible chez certains, y compris à l'intérieur des Verts, qui est l'idée de la vie frugale. Vous voyez, on pourrait dire que c'est des concepts qui sont en train d'émerger tous en ce moment, au même moment, parce qu'en réalité, il y a une grande impliquée. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, on va pas décrire à l'intérieur du manuel, mais on y reviendra peut-être, mais c'est justement Piero San Giorgio, je répète, qui venait de signer un livre formidable qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique. Est-ce que vous pourriez nous donner justement un petit résumé de la première partie? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on va vers une catastrophe? Alors, il y a trois grandes catégories, si on veut. La première est une catégorie physique. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Nous sommes, je crois qu'à l'époque de Waterloo, il n'y en avait que 1. Au début du siècle dernier, 1,5 milliard. Et aujourd'hui, 7 milliards. C'est une progression phénoménale qui a été due, bien sûr, au progrès de la médecine, essentiellement, mais aussi beaucoup à ce que l'on appelle finalement l'économie du pétrole. Et puis la révolution agricole. Tout à fait. Qui est due essentiellement à la mécanisation, aux engrais qui sont des dérivés finalement et possibles grâce à finalement l'industrie du pétrole. Or, on se rend compte que 7 milliards de personnes consomment plus que 5, plus que 2, plus que 1. C'est arithmétique. Et que la Terre étant une planète sans source d'approvisionnement externe, et par définition a des ressources finies. La question se pose donc, à quel moment on arrivera à l'utilisation totale, à la pénurie totale des ressources de la planète. Bon. Alors, visiblement, nous n'en sommes pas là, puisque nous sommes 7 milliards et que ces 7 milliards mangent plus ou moins. Une grande partie ne mange pas encore à sa faim. Mais tout de même, on a fait des progrès et de plus en plus, ces milliards de personnes veulent consommer, avoir une télévision, acheter une voiture, un frigo, avoir de la lumière, avoir de l'eau potable. C'est tout à fait légitime. Et un nombre de plus en plus croissant de Chinois, d'Indiens, de Brésiliens, etc. commencent à vouloir vivre comme des Européens ou vouloir vivre comme des Américains. Or, si 7 milliards de personnes vont vouloir vivre comme les Américains, on ne va pas y arriver. Donc il y a un premier élément physique. On arrive à une demande de ressources de plus en plus forte, qui est purement arithmétique. Or, ces ressources arrivent, et on le voit, et j'ai trouvé des statistiques vraiment très très intéressantes dans le livre. Justement, vous dites là, à partir de
qu'on a actuellement, vous dites qu'il reste 23 années de production de cuivre, 40 années de fer, 30 de nickel, 12 d'argent. Et vous intervenez également pour expliquer que, par exemple, les découvertes de pétrole qui ont été faites, vous montrez sur une centaine d'années la manière dont des découvertes ont été faites. Donc, d'une part, on a la consommation a été exponentielle dans son augmentation, et d'autre part, les découvertes réelles ont été de plus en plus faibles. Donc on a franchi depuis longtemps le pic pétrolier, le pic oil, indiquent les producteurs. Et donc il y a à la fois une augmentation de la population, une volonté de consommer plus et une raréfaction, un prochain appauvrissement, une impossibilité de produire, ne serait-ce que par exemple le métal. Les métaux. Et je souhaite bien du plaisir avec l'électricité de faire fondre de l'acier, par exemple, pour fabriquer de la métallurgie lourde. Donc on arrive à un moment où, et c'est reconnu vraiment, ces chiffres sont, on peut se tromper d'une année ou deux, mais essentiellement, j'ai interviewé des grands patrons de groupes pétroliers, j'ai interviewé des responsables d'industrie minière, j'ai moi-même visité des mines de cuivre, par exemple, et ce qu'on me raconte est formidable, c'est-à-dire que il y a un siècle, une pépite de cuivre, c'était une pépite qui pesait 3 ou 4 tonnes. Aujourd'hui, pour avoir 3 kilos, pour avoir une tonne de minerai. Exactement. Il faut une tonne de minerai pour sortir 3 kilos de cuivre et ça baisse très très vite. Pour le pétrole, c'est pareil. Au début du siècle dernier, il fallait utiliser 1 litre d'équivalent énergie de pétrole, c'est-à-dire du pétrole dans les camions, pour faire fonctionner les foreuses, pour pouvoir sortir 23 litres. Aujourd'hui, il faut 1 litre de pétrole pour en sortir 3. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que les économistes, et je n'aime pas quand on me présente comme économiste, je ne le suis pas, me disent toujours, oui, mais avec la raréfaction, les prix vont augmenter, donc on va pouvoir accéder à des sources d'énergie plus chères parce que plus difficiles à atteindre. Oui, mais ça ne marche pas comme ça dans la réalité. La réalité, c'est que le jour où vous avez besoin d'1 litre de pétrole pour sortir 1 litre de pétrole, même si ce litre vaut 1 million d'euros, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas l'attraper. Ce n'est simplement plus utile de l'attraper. Donc, peut-être y a-t-il encore du pétrole que l'on va trouver, mais certainement nous arrivons à... Vous savez, c'est toujours la même chose. On cherche les ressources les plus proches, les plus faciles, les moins coûteuses, et puis lorsqu'elles disparaissent, on va aller chercher les plus coûteuses, les plus difficiles, jusqu'au jour où il n'y en a plus. Et ça arrive. Or, ça va arriver de plus en plus vite parce que nous sommes de plus en plus nombreux avec une consommation croissante. Et ceci a un impact fondamental et structurellement lourd, c'est-à-dire c'est une tendance lourde. Donc ça, c'est le premier élément. Donc finalement un problème physique auquel on fait face. Et croyez-moi, les dirigeants du monde, notamment aux États-Unis, sont particulièrement au courant de ce qu'il passe et c'est un facteur fondamental dans leur politique extérieure. Si les États-Unis sont très présents à travers le monde et au Moyen-Orient, peut-être certains peuvent croire que c'est pour apporter la démocratie aux pauvres Irakiens et Afghans qui n'avaient pas vraiment demandé grand-chose. Mais je crois que ce qu'il y a sous leur sous-sol est peut-être plus proche de la vraie raison. Deuxième grand élément, c'est de l'effondrement économique, c'est finalement la structure économique que l'on a développée. Moi, je viens d'une famille, d'un monde libéral, du point de vue économique, c'est-à-dire que je crois dans la libre entreprise, je crois dans l'entrepreneuriat, j'ai énormément de respect aux gens qui créent leurs entreprises et par leur vrai travail créent de la richesse. Or, on est de plus en plus dans un monde financiarisé où, je ne sais pas si on peut parler de richesse, mais finalement le capital est devenu source de capital par lui-même et destructeur de vraies richesses, destructeur d'économie. J'ai vu dans ma petite modeste expérience des industries informatiques les ravages qu'ont pu faire les délocalisations. Dans mon industrie, beaucoup d'emplois sont partis en Inde, toutes les usines sont parties en Chine. Nous avons désindustrialisé un savoir-faire énorme et très précieux que nous avions dans nos pays occidentaux. France, pays que j'aime beaucoup, vous êtes probablement encore un tout petit peu, mais un des fleurons industriels du monde. Mon pays d'origine, l'Italie, et mon pays d'adoption, la Suisse,
sont aussi des fleurons industriels du monde. Or, petit à petit, et de plus en plus vite, on voit que ça a été totalement détruit. Et je le vois très fortement en France. On a désindustrialisé. Il y a pratiquement plus de production sidérurgique, par exemple. Pratiquement. Donc on peut se poser la question de l'indépendance et de l'autonomie stratégique d'un pays lorsqu'il n'y a plus rien. Cette financiarisation de l'économie amène aussi un autre problème, c'est que pour pouvoir continuer à avoir un niveau de vie suffisant, les États-Unis en premier, mais c'est un phénomène que l'on retrouve partout, aussi en Europe, mais surtout aux États-Unis, on a créé de la dette. Finalement, on s'est endetté pour pouvoir maintenir, par des promesses électorales diverses, un niveau de vie aux habitants du pays suffisant et en forte croissance. Or, on voit que ce système est à bout de souffle, il arrive à son effondrement. Et l'effondrement financier, et il y en a eu d'autres dans l'histoire, amène l'effondrement de l'économie réelle par la faillite des entreprises, notamment des PME. Et lorsque l'on regarde le fonctionnement réel de l'économie, on se rend compte, on doit se poser la question lorsqu'on habite dans une grande ville, mais d'où vient la nourriture? D'où vient l'eau? Et on se rend compte que tout ce système d'approvisionnement d'eau, d'électricité, surtout de nourriture, est basé sur des services de plus en plus totalement privés, de plus en plus basés sur des chaînes logistiques sophistiquées. Je ne sais pas si on peut dire sophistiquées, mais elles sont extrêmement simples. Oui, mais c'est quand même un ensemble complexe. C'est à la fois complexe et à la fois simple. C'est-à-dire elles sont surtout très efficaces. Et l'efficacité est fragile. Regardez une prairie. Une prairie, elle a plein de fleurs, plein de mauvaises herbes. Or, elle est très fertile. Un champ, vous n'allez faire que du maïs, que du maïs, que du maïs. C'est simple. Et il va être gigantesque, mais il va devenir pauvre très vite et il va devenir fragile. Et vous allez devoir ajouter des engrais. Ça aussi, c'est un problème dont on va parler. Mais l'économie des chaînes logistiques est également très fragile. Si il y a des faillites en série et les transporteurs, par exemple, commencent à s'effondrer, à ne plus être là, si les agriculteurs doivent payer leur pétrole qui devient de plus en plus rare, donc de plus en plus cher, et n'arrivent plus à payer les engrais, on commence à avoir, vous savez qu'il y a 1% de la population qui nourrit le 99% autres. Je crois que les agriculteurs représentent 1%. En tout cas, aux États-Unis, c'est moins de 1%. Nous sommes dans des structures économiques extrêmement fragiles. Finalement, je discutais l'autre soir sur une radio africaine. Les structures économiques du tiers-monde sont bien plus résilientes. Cuba est sous embargo depuis 60 ans. Ils sont bien plus résilients que les nôtres. Ils ont mis en place des systèmes de production locale, ils ont mis en place des systèmes où il n'y a pas de chaîne logistique, il n'y a pas de supermarché comme on les connaît. Alors c'est vrai qu'en temps faste, c'est extraordinaire d'avoir tout cela disponible à côté de chez soi ou dans des hypermarchés, dont la France a été pionnière d'ailleurs. Mais là, on se rend compte que ce système fragile, s'il s'effondre ou s'il devait stopper net, combien de nourriture avons-nous chez nous? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Sur les étalages, il n'y a rien. On est en flux tendu. Il n'y a pas de stock. Les supérettes ou les supermarchés n'ont pas de stock. Ce que vous avez sur les rayons, c'est ce qu'ils ont, point. Et ils sont approvisionnés constamment toute la journée, etc. Ma maîtrise en marketing a été sur les supermarchés d'ailleurs. Il y a presque 20 ans. Mais nous sommes dans un système fragile. Donc là, l'économie financière qui est en train de tout faire descendre et tout faire tomber va impacter l'économie réelle d'une manière extrêmement violente. Et le troisième volet des risques, sans même, le troisième volet, c'est un volet sociologique et politique. C'est-à-dire que politiquement, je ne crois pas que nous avons une classe dirigeante mondiale. Faut pas avoir peur d'être généraliste dans ce sens-là, qui a soit les compétences, soit la capacité de compréhension, ou soit la volonté, dans certains cas, de faire quoi que ce soit. Et je prétends même que bien souvent, elle n'est même pas aux commandes. Elle défend ses privilèges, elle essaye de se faire réélire d'une fois à l'autre. Rien ne va arriver par la politique. Ou alors, il faut vraiment que l'on ait la chance d'avoir des candidats avec une approche radicalement différente de ce que l'on a aujourd'hui. Mais est-ce possible? Je le souhaite, mais ce n'est pas mon combat. Et sociologiquement, parce que nous avons créé, surtout ces 20-30 dernières années, une société hyper individualiste,
gâté, qui ne sait plus ce que c'est que la difficulté, tout est facile. Et si on ajoute un système éducatif finalement qui enseigne et valorise l'ignorance au lieu de la connaissance, le savoir et qui veut tout de suite. Enfin, aujourd'hui, malheureusement, je vois la jeunesse dans les rues. Alors bien sûr, on a toujours tort lorsqu'on généralise, mais je me rends compte qu'il y a une culture de l'immédiateté. Immédiateté, oui. C'est juste, c'est un mot français. Oui. Mais c'est un peu ce que George Orwell appelait la décence commune, et dont Jean-Claude Michéa, entre autres, un essayiste français, a beaucoup parlé. Oui, deux grands penseurs. On pourra revenir sur George Orwell, car je crois qu'il a été malheureusement un visionnaire. Mais c'est vrai que on voit qu'on a une culture qui est, je crois, totalement incapable à répondre aux problèmes. Nous sommes devant la télévision, nous sommes usés par le travail, nos enfants ne sont plus éduqués par nous-mêmes, mais par, au mieux, l'éducation nationale, et sinon par des nounous, ou dans des crèches. Enfin, tout est sans dessus-dessous. Nous sommes arrivés à une civilisation complètement... je veux pas avoir de jugement de valeur, parce que ce n'est pas mon but. Bien que j'ai mon opinion, bien sûr, mais certainement une société qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est le seul critère véritable d'une civilisation. On peut parler des valeurs, de ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, ce sont des discussions qu'on peut avoir à l'infini. Mais le seul critère pour une civilisation, c'est d'être capable de survivre. Une civilisation qui dure longtemps... De se pérenniser, quelque part. De se pérenniser, de survivre, de se développer, d'avoir... C'est ça, le seul critère auquel on peut juger une civilisation dans laquelle, évidemment, on est dedans. On peut ensuite avoir un jugement et se dire, voilà, les Aztèques, civilisation brillante, mais tout de même violente, sacrifice humain. On peut avoir notre jugement sur cela. Force est de constater que nous sommes une civilisation relativement nouvelle. Cette civilisation globale, très fragile. Et je pense qu'on ne va pas durer très longtemps. Parce que, justement, notre classe politique n'est plus aux commandes. Et les membres de notre société ne sont plus capables de résoudre les problèmes. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie et nous recevons ce soir Piero. Alors, on m'a demandé de préciser, c'est P-I-E-R-O, donc Piero San, S-A-N, Giorgio, Piero San Giorgio, qui vient de publier Survivre à l'effondrement économique, manuel pratique, aux éditions Le Retour aux sources, et qui signera donc cet ouvrage à la librairie Facta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, samedi 22 octobre de 14 à 18h. Et ce livre est déjà en vente à la librairie depuis ce matin et on le trouvera ensuite après la signature. Voilà. Donc je cède maintenant la parole à Henri parce que nous avons eu un certain nombre de messages. On en a sélectionné que quelques-uns, mais allez-y. Alors, cette auditrice, ce n'est pas vrai qu'il y ait une pénurie. Prenez le Botswana, c'est un pays dont les ressources ne sont pas du tout exploitées. Parlez de la voiture à hydrogène liquide, n'affolez pas les gens comme le font les médias. Pour la Suisse, pourquoi voyez-vous une telle situation dans ce pays où chacun est armé en tant que réserviste et où le niveau de vie est très protégé ? Un auditeur, l'auteur s'inspire-t-il de la doctrine sociale de l'Église ? Et puis une petite pique, alors tout à l'heure c'était hellénophobe, maintenant ça va être helvétophobe, c'est ça ? Les banquiers suisses blanchissent l'argent sale depuis des décennies. La secte, exemple, la secte du temple solaire ainsi que les raéliens. Voilà. Très bien. Des remarques et des questions intéressantes. La première est très intéressante. Les ressources sont-elles finies ? Alors, je ne prétends pas qu'elles soient finies tout de suite. Elles sont en train de se terminer. Elles sont en train d'être usées. Alors, il y a de la marge. Il faut être juste. Il y a encore des terres qui peuvent être mises en exploitation. On peut encore aller chercher... Alors, je connais bien le Botswana. C'est un pays extraordinaire. Bon, c'est quand même essentiellement désertique. Alors, certainement que... Certains peuvent nous dire, oui, avec des organismes génétiquement modifiés, on peut imaginer d'avoir des plantes qui... On va faire reverdir le Kalahari. Oui, bien sûr. Mais, admettons, mais cela demande de l'énergie, cela demande d'aller irriguer, cela demande c'est un effort. Et on voit bien d'ailleurs, excusez-moi de vous couper la parole, mais on voit bien le problème justement de ces grandes étendues encore agricoles viables, qui n'étaient pas encore exploitées, qui sont en train d'être louées
avec des bails amphithéotiques de 99 ans, par exemple à Madagascar, où la Corée du Sud s'est emparée de centaines de milliers d'hectares pour pouvoir produire le riz qu'elle ne peut plus produire en Corée. Et il y a toutes sortes de pays, la Patagonie par exemple, qui est en train d'être achetée par les Italiens, les Américains, etc., où ils achètent des milliers d'hectares, et il y a toute une privatisation la terre des du sol, ancêtres, et ils achètent à l'avance. Effectivement, on pourrait penser qu'ils sont même relativement d'accord avec vous, puisque ils achètent à l'avance quelque chose dont ils savent que ça va être plus cher plus tard parce que ça va devenir rare. C'est-à-dire de l'espace avec des bonnes terres, irriguées correctement, etc. C'est tout à fait, j'y reviendrai. Je crois qu'en plus, ce que l'on ne dit pas, en revanche, c'est que certes, il y a des nouvelles terres que l'on peut travailler. Bien sûr, on peut déforester l'Amazonie, la Sibérie, il y a encore beaucoup d'espaces qui peuvent travailler. Ensuite, il faut voir quelle est la productivité de ces terres. Et puis ensuite, il faut voir que les terres qui sont aujourd'hui en sous-culture, depuis, je crois, 1985, toutes les statistiques des Nations Unies, d'ailleurs, le montrent, c'est qu'on voit que la productivité par hectare baisse. On a eu un miracle économique, le miracle vert, je crois, on l'a appelé pendant les années 50 et 60, où on a pu augmenter la productivité, notamment grâce aux engrais, et aussi à la sélection des graines, la productivité par hectare dans le monde de manière énorme. Et on voit que depuis 1980, ça s'y baisse parce qu'on use les terres. Or, la terre, c'est un organisme. Enfin, on va pas faire un cours de botanique ni d'agronomie, mais c'est un organisme complexe et rempli de petits organismes vivants, de matières dont les plantes vont se nourrir. Et nous utilisons, et c'est ce qui finalement nous donne les nutrients. Les nutrients, on dit nutriments nécessaires à notre propre bien-être, à notre propre survie. On voit que non seulement la productivité baisse par hectare, mais en plus la qualité des aliments en vitamines, en oligo-éléments, etc., qui sont les éléments dont nous avons besoin, baisse également. Il y a un siècle. Enfin, excusez-moi, je suis désolé de couper, mais c'est plutôt un complément, quoi. Il y a un siècle, il y avait 8 fois plus de vitamine B dans les oranges qu'aujourd'hui produites industriellement. 8 fois plus. Les produits ne sont plus les mêmes. Il suffit dans les tomates, etc. C'est plus rien à voir. Et je n'ai même pas parlé du risque que je catégorise d'écologique en général, c'est-à-dire que nous avons en plus beaucoup moins d'espèces que nous cultivons. Donc nous avons des espèces fragiles parce qu'il y en a moins, il y a moins de variétés. Et par parenthèse, vous parliez de la Patagonie, c'est intéressant. J'ai un de mes clients, si les auditeurs sont curieux, ils peuvent voir sur mon site pierrot.com. Il m'arrive de travailler avec des gens, je fais du conseil auprès de personnes qui me posent des questions sur comment se préparer. Et j'ai une personne très fortunée qui m'a demandé de l'aider. Et cette personne a acheté un ranch, je crois 30 000 hectares en Argentine, en Patagonie, avec je ne sais plus combien de têtes de bétail. Et alors évidemment, son premier instinct, c'est de dire la nourriture va devenir plus chère parce qu'ils ont bien compris qu'il faut nourrir plus de personnes et que la viande notamment est de plus en plus demandée. Et il dit je vais faire un bon investissement. Il me disait mais voilà, je n'ai qu'à prendre mes bagages en cas de crise et je vais vivre en Patagonie. Très bien, on va parler des conséquences de l'effondrement tout à l'heure, mais toutes ces personnes, et je vois dans les pays du Golfe également, j'ai des connaissances qui ont acheté des hectares de terre au Kenya et en Éthiopie, etc. Bien, admettons que l'économie va très très mal et que c'est un effondrement. Ils prennent leur jet privé, ils y arrivent. Dans le chaos total, admettons à Buenos Aires, ils arrivent jusqu'en Patagonie. Et finalement, voilà, ils arrivent avec leur famille dans un ranch avec une centaine d'ouvriers agricoles qui parlent espagnol. 30 000 têtes de bétail. 30 000 têtes de bétail, très bien, très isolé, loin du monde. Formidable. Il y a probablement même un potager, il y a sûrement des sources d'eau. Avec Florent Pagny comme voisin, peut-être, à 300 km. Oui, il faut au moins ça. Et puis, premier jour, tout va bien. Le deuxième jour, les ouvriers agricoles vous regardent de travers. Le troisième jour, vous disparaissez. Et votre exploitation agricole appartient maintenant à ces 100 travailleurs et leurs familles qui auraient été très contents de se débarrasser de cet étranger qui est venu chez eux acheter de la terre. Et cette terre est à eux. Il n'y a plus de police, il n'y a peut-être plus d'État.
c'est fini. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ils se retrouvent avec 30 000 de bétail dont ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils peuvent consommer de la viande, mais elle ne sera jamais exportée ailleurs, puisqu'il y a la structure d'exportation économique s'est écroulée. Exactement. Alors, pour continuer, l'hydrogène. Alors ça, c'est un sujet très intéressant. Parce qu'en fait, et je ne veux pas être agressif avec cet auditeur ou auditrice, mais il faut se méfier des solutions simples à des problèmes complexes. L'économie de l'hydrogène dont on nous parle depuis souvent dit essentiellement, voilà, on va pouvoir, grâce à l'eau, dans l'H2O, on va sortir l'hydrogène, et donc cet hydrogène, qui est un élément qui est combustible, qui peut être brûlé, on va pouvoir le mettre dans nos voitures, le mettre dans nos avions, le brûler pour faire notre chauffage, etc., etc. Sauf qu'il y a un élément, malheureusement, qu'on n'apprend peut-être plus à l'école, mais je crois que c'est la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit qu'on ne peut pas créer l'énergie. L'énergie produite nécessite une énergie supérieure. C'est-à-dire que si on veut créer de l'hydrogène, on doit bien le créer quelque part. On doit bien le capturer de l'air ou alors de le fabriquer à partir de l'eau. Il faut bien plus d'énergie pour le fabriquer, pour le sortir, que l'énergie qu'il contient. C'est une loi physique universelle. Donc peut-être dans un univers parallèle c'est différent, mais chez nous c'est comme ça que ça fonctionne. Premier élément. Deuxième élément, l'hydrogène en particulier, alors c'est très intéressant parce que, alors je ne suis pas ingénieur moi-même, mais j'ai beaucoup discuté avec des ingénieurs, notamment sur ce sujet. L'hydrogène est un élément extrêmement corrosif, donc il nécessite des réservoirs pour le tenir sous pression extrêmement puissant, extrêmement résistant, souvent en titane. Donc je ne sais pas comment on va réussir à transformer tous les véhicules qui existent aujourd'hui, en fabriquer des nouveaux, avec des éléments en titane pour résister au choc, parce que vous imaginez une voiture qui a un accident avec un réservoir à hydrogène, l'explosion, vous risquez de pulvériser le pâté de maison à côté. Donc on n'a même plus besoin du terrorisme, il suffit d'avoir des accidents dans les bouchons pour faire sauter en l'air tout un pâté de maison. C'est totalement irréalisable. Alors, il y a souvent, et autant j'aime beaucoup Internet, autant il y a souvent des solutions miracles. On parle de moteur à eau, on parle d'énergie. L'énergie libre, notamment. Voilà. Bon, très bien, c'est toujours intéressant d'étudier. Mais encore une fois, est-ce que vous allez mettre... passons même le côté physique que je viens de décrire très brièvement, mais est-ce que vous allez mettre la sécurité de votre famille sur l'espoir de solutions simples, simplistes, futures, possibles. Alors que la crise, le problème est très présent et très proche de nous. Je ne crois pas qu'on ait le temps d'attendre 20 ans, 50 ans. La technologie fait des miracles. Mais croyez-moi, les grandes inventions technologiques qui ont changé le monde, elles ont été faites. Il y en aura peut-être d'autres. Mais est-ce que vous allez risquer votre vie et celle de vos proches sur cela? Alors, ça, c'est pour l'hydrogène. Et vraiment, ce serait fantastique qu'on trouve une énergie gratuite, facile, mais malheureusement, les lois de la physique sont têtues. La réalité est têtue. Alors, pour la Suisse et les armes, alors c'est vrai que chaque pays a son histoire et sa culture. Un des éléments clés de la survie, je vais les donner, les 7, qui sont chacun un chapitre assez nourri. Il faut l'eau, il faut la nourriture, il faut l'hygiène et la santé, il faut l'énergie, il faut les connaissances, et il faut savoir se défendre. Et enfin, le lien social pour rebâtir même une civilisation à partir de ce que vous avez fait. La défense est donc importante. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a une culture de milice, c'est-à-dire que chaque citoyen est censé, pas tout le monde, mais de moins en moins malheureusement, mais chaque citoyen est un soldat. Nous sommes encore assez proches de ce concept qui est la vraie démocratie, à mon sens, athénienne, où le citoyen paye l'impôt du sang. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être citoyen, il a le droit finalement d'avoir la violence du vote. C'est une vraie violence, la démocratie. Sur les autres, la majorité inflige à la minorité la violence de la démocratie. Ce n'est pas lorsqu'on paye des impôts, c'est une vraie violence. Eh bien, chaque citoyen doit être milicien. Donc c'est vrai que nous sommes, par notre formation militaire, chaque citoyen devrait être armé et avoir une arme à feu. Donc nous sommes très familiers avec ce que signifie la défense de notre pays. Et nous avons nos armes à la maison. Alors,
je pense d'ailleurs que c'est un des éléments qui manque à la société aujourd'hui, c'est que nous manquons de rites de passage. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes agressifs les uns envers les autres, c'est que nous n'avons plus de points communs, et ces points communs étaient traditionnellement bâtis et le sont encore dans les sociétés traditionnelles, par des rites de passage. Alors, longtemps, ça a été le service militaire, mais pas seulement. Longtemps, je crois que dans certains milieux, il en existe toujours, mais il n'y a plus de lieu de passage commun. Certains me disent, oui, il y a encore passer le permis de conduire, mais c'est dérisoire. Je me souviens de tribus au Kenya que j'ai pu visiter. Le rite de passage dans cette tribu, je crois que c'est les Mau Mau, mais c'est affilié enfin, c'est une des tribus du Kenya. Et pour eux, chaque jeune à 12, 13 ans, 14 ans, lorsqu'il s'apprête à arriver à l'âge adulte, toute la volée, si on veut, la classe de cette année-là, prend leur bouclier, leur lance, leur saguet, partent dans la nature et ne peuvent pas revenir tant qu'ils n'ont pas tué un lion. Ça, c'est costaud. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que cette équipe... Il peut y avoir de lions. il y en a encore quelques milliers. C'est encore assez sauvage, certaines parties. Non, mais c'est des rites d'intégration. C'est des rites nous avons connus mais, aussi dans nos sociétés. Complètement. Et ces jeunes, lorsqu'ils rentrent, ils sont respectés parce qu'ils ont fait quelque chose que tout le monde a fait et sans quoi on ne devient pas adulte. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, souvent, je plaisante en disant, mais le droit de vote, qui est un droit extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? On a 18 ans, voilà. On reste assis les fesses sur une chaise à l'école pendant quelques temps. On ne sait même pas vraiment si on a appris quelque chose. Et puis tout d'un coup, pouf, un beau jour, on a le droit de vote. Pour moi, ce n'est pas assez. Enfin, c'est comme ça. C'est pas moi qui vais changer les choses. Simplement, voilà. Ensuite, nous avons encore cette tradition. Elle est farouchement gardée. Pensez que, je ne sais pas si on peut comparer, mais souvent, on compare le premier parti de Suisse qui fait 30%, et on verra bien aux élections de dimanche prochain, l'UDC, qui est un parti très conservateur et que beaucoup comparent au Front National en France. C'est tout de même le premier parti de Suisse. 30%. Ce n'est pas rien. Et ça montre l'attachement aussi à certaines traditions, à certaines valeurs. Pour l'Église, je crois qu'il y avait cette question sur l'Église sociale. Alors, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église. Alors, deux choses. J'ai été éduqué catholique. Une famille italienne, c'est impossible de faire différent. Mais je suis devenu, par la force des choses, je suis un athée. Alors maintenant, je suis un athée qui a des doutes, parce que c'est vrai que ces événements économiques et la coïncidence des choses font parfois que je me pose des questions. Mais certainement, l'Église, mais les religions en général, elles ont des effets structurants. Et je pense que le manque de religiosité en général, et c'est un athée qui le dit, le manque de religiosité en général dans nos sociétés a un effet perturbateur et qui va accentuer les effets de la crise.